Ce que je vous propose du coup de faire dans cette deuxième partie, c'est de prendre un petit peu de recul par rapport au témoignage que nous a dressé Jean-Yves pour en dégager des concepts qui en fait sont beaucoup plus généraux tout en restant concrets et qui pourront s'appliquer sur tout type de risque. Parce que l'idée aussi, c'est de ne pas tomber dans l'écueil qui consiste finalement à se focaliser sur un certain type de risque. Il faut plutôt dégager des solutions qui soient cohérentes et opérantes pour la diversité des risques auxquels nous sommes confrontés. Donc je vous propose ici de parler de résilience économique et de la manière dont on pourrait et dont on devrait appréhender le risque. Donc une définition simplifiée de la résilience organisationnelle d'un point de vue économique, c'est finalement la capacité pour une organisation à rebondir après la survenue d'un choc. Donc, quand vous partez d'un état initial, une situation initiale que vous connaissez, et quand après vous subissez un choc, ben vous avez plusieurs types d'issues qui peuvent survenir après un certain temps, la notion de temps étant très importante. La première situation, ben c'est finalement ce que tout le monde espère, c'est un retour à la normale après une certaine durée passée, une certaine durée écoulée. Et puis finalement, il y a deux autres situations qui n'amèneront pas à la situation normale que les gens connaissaient, donc la situation initiale. Et finalement, la résilience, c'est aussi une démarche d'humilité dans le sens où on part du principe qu'on peut également converger vers un état nouveau qu'on appelle the new normal, qui peut être malheureusement moins favorable que la situation initiale, ou qui peut, si on a fait ce qu'il fallait, si on s'est bien préparé et si on a saisi justement les opportunités, ben, être plus favorable que la situation initiale. Donc tout ça, le fait de se retrouver dans la situation 1, 2 ou 3 va dépendre finalement de la démarche de résilience dans laquelle vous allez vous lancer et dans laquelle vous pouvez vous lancer dès à présent. Et justement, Obsidian se propose d'accompagner les entreprises dans leur démarche de résilience. Alors la notion de temps, intimement liée à la notion de résilience. Pourquoi ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a évidemment la fréquence des événements. On retrouve la notion de temps dans la fréquence et la récurrence des événements. Et puis finalement, on retrouve le temps aussi dans l'idée d'une démarche de résilience, sachant que finalement, la résilience, c'est une démarche perpétuelle. C'est-à-dire, on n'est finalement jamais résilient. On peut être de plus en plus résilient, mais estimer qu'on est devenu résilient, ça y est, on a tout compris, on est prêt, ben, c'est finalement déjà faire une erreur. Parce qu'évidemment, les situations sont différentes et on ne peut pas finalement savoir ce qui va nous tomber dessus. On peut par contre se préparer à supporter les chocs. Donc, il y a une démarche de temps parce que c'est une démarche, c'est un entraînement continu. Et puis finalement, ce qu'on peut faire pendant cette démarche-là et ce temps qu'on a, cette opportunité qu'on a d'apprendre avant la catastrophe, ben, c'est d'imaginer des scénarios, de tester des situations. Et si cela arrive à mon entreprise, comment je réagis ? Et s'il m'arrive cette autre chose-là, comment on réagira ? Et finalement, c'est ça la préparation. Et c'est aussi finalement, très concrètement, imaginer des scénarios et les décliner sous la forme de simulations hypothétiques, mais qui doivent coller avec la réalité. La temporalité, on la retrouve aussi dans les trois verbes finalement qui définissent Obsidian Solution. C'est anticiper, s'adapter et rebondir. Et finalement, dans ces trois verbes-là, on voit la notion de temps. D'abord, dans le verbe anticiper, qui finalement fait écho à la première partie de la résilience, ce qu'on appelle la résilience statique. C'est ce qui va se passer au moment où le choc survient et dans les premiers jours, les premières heures, les premières semaines. Cette résilience statique, c'est finalement votre capacité à encaisser le coup sur le moment. Et vient une deuxième phase, quand les premières semaines se sont écoulées, les premiers mois se sont écoulés, c'est la phase de la résilience dynamique, ça va être votre capacité à vous relever. Donc, faisons un petit point sur la résilience statique, donc, qui est à relier au verbe anticiper. C'est finalement, donc, comme je l'ai dit, votre capacité à encaisser le coup. Et bien ça, finalement, c'est quoi ? C'est votre niveau de préparation. Donc c'est ce que vous pouvez mettre en place entre aujourd'hui et le prochain choc qui va intervenir. Et je répète encore ici que tout ce que je dis là peut être décliné dans tous les chocs auxquels vos entreprises peuvent être confrontées. Ce n'est absolument pas spécifique au risque naturel. Prenons une catégorie, par exemple la maîtrise des entrées, c'est-à-dire finalement la réduction dès aujourd'hui de tout ce qui n'est pas essentiel au fonctionnement de vos entreprises, c'est faire aussi bien, délivrer les mêmes produits et les mêmes services avec moins de matières premières, moins d'entrées,
C'est finalement également faire du recyclage et également limiter le gaspillage. Pourquoi ? Parce que finalement, comparé à vos concurrents, le jour où un choc surviendra et où les entrées seront limitées, pour des raisons par exemple d'approvisionnement, si vous avez déjà appris à faire aussi bien avec moins, eh bien vous aurez besoin de moins de choses pour continuer à assurer le fonctionnement de votre entreprise. Au niveau des données, par exemple, le choix, dès à présent, ça peut être d'aller vers une vraie digitalisation de vos activités, avec des sauvegardes physiques évidemment, distantes également, de vos inventaires et de vos stocks. C'est des exemples spécifiques, je ne peux pas être exhaustif compte tenu du temps imparti, mais l'idée évidemment, c'est que le jour où un choc survient, vous avez déjà besoin de faire un état des lieux de la situation, où j'en suis dans mon entreprise. Si déjà vous n'avez pas de visibilité sur l'état de votre entreprise, vous allez avoir du mal justement à être efficace dans la deuxième partie de la résilience dynamique, c'est-à-dire la capacité à se relever et finalement la capacité à réallouer les forces qui vous restent, tant sur le point des ressources humaines que des compétences, parce qu'on parle d'hommes derrière tout ça, et tant également au niveau des moyens de production. Évidemment, là, il y a plusieurs catégories qui entrent en jeu dans la résilience dynamique. Par exemple, en termes de stratégie, un exemple serait la priorisation des biens et des services. Quand Jean-Yves nous dit que plusieurs dizaines de milliers d'habitants ont quitté le territoire de la Dominique, en tant que chef d'entreprise, si vous avez une activité, la question c'est de savoir quelle est cette population-là. Est-ce qu'elle consommait ce que je vendais ? Est-ce que finalement je n'ai pas perdu mon socle de clients ? Est-ce que je ne vais pas devoir changer d'offre finalement et peut-être proposer des biens et des services qui correspondront à la population restante ? Donc il y a vraiment une analyse à faire pour être capable de réallouer les forces restantes de façon efficace. En termes de logistique, pareil, si vous avez une chaîne logistique étendue, et si par exemple vous avez à la fois des fournisseurs locaux et des fournisseurs extérieurs, et si malheureusement vos fournisseurs locaux ne peuvent plus vous fournir, vous pouvez faire jouer à ce moment-là des contrats extérieurs, augmenter le volume d'importation, mais vous avez déjà la pratique de l'importation, vous ne vous êtes pas exclusivement restreint à n'utiliser que des acteurs locaux qui finalement peuvent eux aussi être en grande difficulté quand le choc survient. Alors je sais que ça c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre et nous évidemment on encourage tout ce qui est relation au local, mais il faut se dire qu'une relation de fournisseur exclusivement local peut vous placer dans une situation extrêmement compliquée le jour où vos fournisseurs sont dans le même pétrin que vous. Voilà, donc il y a une habitude de l'importation à avoir, c'est des métiers en soi, hein, donc il faut apprendre à développer toutes ces compétences-là pour pouvoir vraiment au niveau de la résilience dynamique, quand il s'agira de réallouer, réallouer vos forces, d'être efficace. Donc souvent quand on parle de risque, par exemple aujourd'hui on a pris la conférence sous le thème des risques naturels, mais quand on raisonne risque par risque, on raisonne souvent en silo. On trouve des solutions pour un type de risque. Finalement, on se retrouve avec tout un tas de risques différents, sans cohérence entre les risques. Et en fait, on a des solutions qui peuvent être inopérantes quand quelque chose de nouveau survient. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est d'éviter de raisonner, de segmenter risque par risque, ce qui a finalement des effets, des résultats limités, mais plutôt de travailler sur les conséquences et d'utiliser l'analyse risque par risque pour pondérer ces conséquences-là. Qu'est-ce qui a le plus de chances de m'arriver ? Quelle conséquence qui, si elle est amenée à survenir, me met le plus en difficulté ? Et ça permet donc aussi une analyse risque par risque au service d'une réflexion sur les conséquences, de prioriser les tâches à mettre en œuvre. Par exemple, les chocs peuvent être différents, ils ne sont pas seulement naturels, et on peut avoir donc du coup des effets cocktails. Jean-Yves prenait l'exemple, par exemple, d'un choc naturel, donc un ouragan, qui met en pièces le territoire, entre guillemets, puis finalement, l'autorité publique qui prend des décisions qui sont défavorables pour les entreprises. Donc finalement, on a d'abord un choc naturel qui entraîne un choc réglementaire et qui débouche sur des conséquences. Donc on voit bien qu'en fait, il faut se focaliser sur les conséquences et après étudier la diversité des chocs auxquels nous sommes vulnérables pour prioriser les solutions à déployer dans les entreprises. Alors,
de mon œil un petit peu jeune, je dirais que la résilience, c'est peut-être aussi une façon pour vous d'appréhender tout un tas de transitions qu'on a beaucoup de mal à opérer finalement, que ce soit à l'échelle internationale ou même à l'échelle locale. Je pense ici par exemple aux transitions managériales, aux transitions énergétiques, aux transitions numériques. Alors l'idée en fait de ces transitions-là, c'est de bien se rendre compte qu'elles peuvent être au service de votre résilience, de votre démarche de résilience. Le but étant qu'elles vous permettent de limiter les pertes quand quelque chose arrive et qu'elles vous permettent de performer quand tout va bien. Voilà. Transition managériale, je vais donner ici des exemples qui ne sont pas forcément opérants pour toutes les entreprises. Donc évidemment, tout le monde ne va pas se retrouver dans ce que je vais dire. Mais par exemple, en termes de transition managériale, vous avez le télétravail, par exemple, qui permettrait aux collaborateurs de continuer à collaborer en situation de blocage. Donc quand un choc survient, vous avez déjà une alternative supplémentaire et ce n'est pas du tout bureau. L'idée étant que quand tout va bien, vous en tirez des gains de productivité et vous développez une confiance. Confiance également parce que le télétravail et ces nouveaux modes de collaboration au niveau du monde professionnel, évidemment, sont basés sur la confiance. Et si vous développez de la confiance, vous serez bien content d'avoir cette confiance-là le jour où un choc surviendra. En termes de transition énergétique, pareil, il y a un certain nombre de projets que vous pourriez mettre en place pour, à minima, alimenter l'essentiel. Tout ce qui est serveur, système d'information, pour vous permettre de redémarrer plus facilement. L'idée étant que quand tout va bien, vous pouvez valoriser économiquement la production liée à cette production donc, énergétique. Au niveau de la transition numérique, là on a déjà donné l'exemple de la dématérialisation au niveau de la compta, au niveau des archives, au niveau de l'inventaire et des stocks. Maintenant, évidemment, quand tout va bien, ça vous permet d'être plus productif et d'avoir un gain de temps sur les parties administratives. Donc, l'idée derrière ça, c'est de se dire que toutes les transitions qui nous font un peu peur localement ou finalement pour lesquelles on ne sait pas trop pourquoi on devrait y aller à fond, le prisme de la résilience vous donne une raison de plus de vous lancer dans ces transitions-là. L'idée avec Obsidian, c'est également d'accompagner les acteurs du territoire, les organisations, dans une analyse sur différents niveaux, une analyse yo-yo, à la fois à l'échelle du territoire, au niveau macro, donc territoire Martinique, région Caraïbes, au niveau méso, à l'échelle d'une filière économique, et au niveau micro, à l'échelle de l'entreprise elle-même. Mais ce qu'on veut absolument éviter, c'est finalement de ne se concentrer que sur l'entreprise elle-même. Donc imaginons maintenant qu'un choc survienne par exemple en Martinique, pour une entreprise donnée, une réflexion du type macro à l'échelle du territoire, ce serait finalement quelle est la conséquence de ces départs massifs des concitoyens. La stratégie de résilience, c'est comment moi je crée de la flexibilité tant au niveau du personnel qu'au niveau de la gamme de produits par exemple que je peux offrir puisque ma cible commerciale va changer. À l'échelle d'une filière, je peux perdre des fournisseurs ou des acteurs clés. Donc là, évidemment, une stratégie de résilience, c'est de diversifier les fournisseurs, en avoir des locaux et des extérieurs. Et à l'échelle de l'entreprise, on peut subir des dégradations et de la perte de matériel. Là, l'idée, c'est évidemment d'éviter de fonctionner en flux tendu extrême et d'avoir le minimum de stock qui permettent de réagir dans les phases de résilience, à minima de résilience statique. L'idée, c'est bien évidemment de se dire que dans nos sociétés, on fonctionne tous en réseau et finalement la résilience, c'est de la flexibilité, c'est de la modularité, c'est du réseau. Mais des fois, en fait, quand on regarde un réseau comme ça, sous une autre perspective, on se rend compte qu'en fait, c'est un jeu de dominos et qu'en fait, les interdépendances sont totales et qu'au moindre acteur qui tombe, en fait, il fait flancher une filière, voire même un territoire. Donc l'idée, c'est d'éviter les dépendances totales et de développer partout un certain niveau d'autonomie. Donc c'est pas de l'autarcie, c'est vraiment de l'autonomie. Et finalement, tout ça doit être appréhendé de façon cohérente dans une démarche réelle de résilience. Alors, évidemment, une fois qu'on a trouvé les solutions et qu'on se dit, ok, je dois faire ça dans mon entreprise pour que je sois plus résilient, se pose la question finalement de diffuser cette culture-là à l'intérieur de l'entreprise. Là, évidemment, le facteur humain en fait est super important. Qu'il s'agisse de créer des synergies publiques-privées, derrière ça va être une certaine façon
pour le dirigeant d'appréhender les choses. Au niveau méso, au niveau d'une filière, eh ben, c'est également de créer de la coopération. Et là encore, c'est de la stratégie des deux dirigeants, donc c'est encore des personnes derrière ça. Et au niveau micro, eh bien, il faut vraiment que la résilience soit vécue par tous les collaborateurs à tous les niveaux de l'entreprise pour pouvoir rebondir plus rapidement. Et là encore, c'est du management en interne. Donc à chaque fois, on a du facteur humain qui entre en jeu. Donc c'est pas tout de trouver des solutions. L'idée après, c'est d'être capable de les déployer. Et pour ça, le facteur humain est essentiel.